Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Merci tout d'abord de prendre quelques minutes pour écouter ou visionner cette webconférence qui a pour thème les accords Toltec. Nous verrons dans cette webconférence ce que sont les accords Toltec et en quoi nous permettent-ils de communiquer autrement. Pour ceux qui ne me suivent pas régulièrement, je me présente en quelques mots. Je suis coach et formateur. J'interviens dans les domaines du management, de la performance individuelle ou collective, de la communication essentiellement, tout ce qui touche à la relation interpersonnelle. Je connais très bien l'univers de l'entreprise puisque j'y ai travaillé plus de 20 ans. Donc j'interviens auprès des associations, des petites et des moyennes entreprises, auprès de l'industrie et des collectivités territoriales également. Et puis je fais de l'enseignement dans les domaines économiques et l'administration des entreprises. Un mot sur les Toltecs pour commencer. Ils ont vécu dans l'actuel Mexique entre les années 900 et 1200. Si on se réfère à la légende, il faut les considérer comme des maîtres bâtisseurs, sous-entendu à l'origine de toute civilisation. Leur religion était plutôt de type chamanique, dont ils auraient tiré une certaine sagesse, dont les accords seraient la clé essentielle. Alors, ces accords sont à considérer comme un code de conduite, intemporel, puisque encore d'actualité aujourd'hui. Il s'articule autour de 4 principes à appliquer quotidiennement dans la relation que nous avons avec nous-mêmes comme avec les autres. Ces accords transparaissent aujourd'hui à travers des techniques de communication qui sont proposées par les psychologues notamment. Je pense notamment à la communication non violente qui a été développée par Marshall Rosenberg. Alors, pourquoi intégrer les accords Toltec dans son quotidien ? Tout simplement pour être plus efficace dans sa relation avec autrui. Vous serez également plus serein. Vous allez apprendre à rester vous-même plus vrai, plus authentique. Savoir dire non, sans crainte du conflit, sans colère, sans stress. DRH ou chef d'entreprise, je vous encourage à intégrer ce code de conduite dans votre entreprise. Cela jouera sur la sérénité de vos collaborateurs, la vôtre aussi. Ils seront plus ouverts, plus authentiques, et vous verrez probablement baisser l'absentéisme dans votre entreprise. Découvrons dès maintenant le premier accord, que votre parole soit impeccable. Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Prenez 2 situations, une dans laquelle votre parole a été impeccable, une dans laquelle votre parole l'a été un peu moins. Finalement, quand vous vous remémorez ces 2 situations, qu'est-ce qui s'est bien passé ou moins bien passé ? Et du coup, en quoi cet accord vous semble-t-il aujourd'hui important pour vous ou important pour les autres ? En quoi cet accord résonne-t-il avec vos valeurs personnelles ? Moi, je vous encourage à répondre à ces questions. En première lecture, cet accord semble simple. Mais est-ce si simple d'avoir une parole intègre et irréprochable en toutes circonstances ? Je vais vous proposer une lecture élargie de cet accord. Je préfère parler plus largement de communication, quelle que soit sa forme, verbale, non verbale, écrite. Qu'elle soit tournée vers soi. Je parle ici de la relation à soi, le regard que je porte sur moi. Ou que cette communication soit tournée vers les autres. Notre relation, nos échanges avec les autres. Cet accord nous invite donc à mettre en œuvre une communication intègre et irréprochable en toutes circonstances. À se respecter soi-même, comme à respecter les autres. À éviter les jugements. À éviter les a priori. Négatifs comme positifs. À faire ce qu'on dit. Être honnête avec soi et avec les autres. À développer la transparence. Je pense ici notamment à la communication en entreprise, qui souffre souvent d'un manque de transparence. Ça développe la défiance des collaborateurs, leur désengagement, le stress, l'insécurité et pour finir, l'inefficacité.
je vous encourage à apporter de la transparence. Cet accord nous invite aussi à clarifier notre communication par la précision de notre langage et à nous adapter à nos interlocuteurs. Car les mots résonnent en nous très différemment en fonction de notre vécu, de notre culture. La justice, par exemple, n'a probablement pas la même signification pour un magistrat ou pour un dealer ayant passé une bonne partie de sa vie en prison. Je finirai par cette phrase de Marshall Rosenberg: les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Ceci étant dit, vous vous dites, je l'espère, que cet accord est bon pour vous et bon pour les autres. J'ai donc envie de l'intégrer. Mais concrètement, comment je fais? Comment je change ma communication? En fait, un changement, c'est un mouvement. C'est passer d'un point de départ à un point d'arrivée. Sénèque disait, il n'est pas de vent favorable pour qui ne connaît pas son port. Il est donc indispensable que vous identifiez votre point d'arrivée. C'est un sujet sur lequel nous allons revenir un peu plus tard. Et il est également important que vous preniez conscience de votre situation actuelle, et c'est votre point de départ. La situation de départ, c'est ce que vous êtes aujourd'hui, c'est la façon dont vous communiquez. Pour autant, si je vous demandais de caractériser la façon dont vous communiquez, votre style, vous seriez peut-être bien en peine de le faire, parce que ça passe par une très bonne connaissance de soi. Et c'est pas toujours aisé de faire ce travail seul. Un accompagnement est parfois utile. Pour autant, moi, je vais vous proposer quelques questions qui vont peut-être vous aider à identifier la situation telle qu'elle est aujourd'hui pour vous. Alors, voici ces questions. Donc, quel est mon style de communication? Est-ce que je suis plutôt autoritaire, consensuel, plutôt en retrait? Et comment vous réagissez face au conflit? Savez-vous dire non? Quelles sont les difficultés de communication auxquelles vous êtes confrontés? Et dans quelles circonstances êtes-vous confronté à ces difficultés? Quelles sont les valeurs qui guident vos actions? Quels sont vos canaux de communication privilégiés? Sur quel talent vous appuyez-vous? Quels sont les outils que vous maîtrisez en termes de communication? Quelles sont vos croyances, aidantes ou limitantes? En synthèse, vous devez prendre conscience de votre cadre de référence. C'est le cadre dans lequel vous évoluez actuellement. Et ce cadre, il vous enferme dans des stéréotypes et dans des stratégies de pensée. Et l'objectif est de sortir de ce cadre de référence pour communiquer autrement. Votre point de départ est maintenant clarifié. Vous allez pouvoir vous attaquer à votre objectif, à le préciser. Bien entendu, votre finalité reste la même. Intégrer l'accord Toltec, que ma parole soit impeccable. Mais pour autant, pour vous précisément, quel est votre objectif? En quoi ça consiste que ma parole soit impeccable? Si je posais la question à 10 auditeurs, j'aurais 10 réponses différentes. Le premier me dirait, moi je veux adapter mon style de communication à mes interlocuteurs. Un second, je veux apporter de la précision à mon langage. Le troisième, moi je veux formuler des signes de reconnaissance factuelle qui ne soient plus pour des critiques ou des compliments. Un autre pourrait me dire, moi je veux maîtriser mes émotions dans certaines circonstances. Un dernier, je veux travailler sur ma communication non verbale. Dans tous les cas, un objectif doit être positif. Je ne veux plus me mettre en colère, ce n'est pas un objectif. Je veux rester serein en toutes circonstances, ce peut être un objectif, sous condition d'avoir clarifié ce que signifiait serein pour vous. Un dernier point, définissez également des indicateurs d'avancement et des indicateurs qui vont vous permettre de savoir si vous avez atteint votre objectif. Il n'y a rien de plus frustrant que d'avancer dans la bonne direction sans le savoir. Votre objectif est maintenant atteint. Vous allez pouvoir avancer dans la bonne direction. Appuyez-vous d'abord sur vos propres ressources. Vous avez des talents, vous avez des compétences, vous maîtrisez des méthodes, utilisez-les.
Appuyez-vous également sur des ressources externes, la famille, les amis, des collègues. Appuyez-vous enfin sur les méthodes et les outils que propose la littérature dans le domaine de la communication. Il y a des formations et des coachs spécialisés dans ce domaine. Vous aurez probablement noté ce paradoxe incroyable. Alors que les relations entre les personnes sont au cœur du fonctionnement de nos sociétés, c'est le domaine qui n'est pas enseigné dans le cadre de la scolarité obligatoire en France. Pourtant, rien n'est moins évident qu'une communication impeccable. Il existe bien des outils. Je vais vous en proposer 3 dans le cadre de cette conférence. Quand nous cherchons à communiquer sur un sujet important, nous focalisons immédiatement notre attention sur le contenu de notre message. Pourtant, le résultat est-il à la hauteur de nos espérances? Pas forcément. Moi, je conseille de focaliser son attention sur le sens. Posez-vous la question, quel est l'objectif de ma communication? Qu'est-ce que je cherche à obtenir? S'agit-il de partager une difficulté? S'agit-il de prendre une décision collégiale? Je veux changer le comportement de mon enfant? Quand le sens est calé, ensuite, alignez la méthode au sens. Quand je parle de méthode de communication, je parle du style, de la forme, du moment, du lieu. Et seulement enfin, posez-vous la question du contenu de votre message, qui sera également aligné à la méthode et au sens. Mais le sens est premier. Vient ensuite le processus et seulement enfin le contenu, l'ensemble étant aligné, cohérent, apportant de la congruence à votre communication. Il me vient une anecdote. Ma fille est allée voir récemment une conférence sur le street art, l'art dans la rue. Elle m'explique qu'une exposition sur ce sujet est prévue à Paris. Elle précise l'entrée sera payante. Je la sens confuse, voire choquée par cette nouvelle. Et je comprends tout à fait. Le street art est né dans la rue, domaine ouvert au public. Il est par essence accessible à tous, gratuitement. Or, le sens de cette exposition, faire connaître le street art au public. Le processus utilisé, une exposition dans un lieu clos, privé et payant, et donc le contenu, sont clairement désalignés. La confusion de ma fille est logique. La communication est brouillée. Ça ne passe pas bien. Il y a incompréhension au final. L'alignement sens-processus-contenu m'amène naturellement à parler de la communication non verbale. On ne dira jamais assez à quel point notre communication s'appuie sur le non-verbal. Dans certaines situations, des études ont montré que l'impact d'un message se situe à près de 95% au niveau du non-verbal. Le regard, les expressions du visage, la posture, notre gestuelle. Au-delà des chiffres, il est démontré que mon message a d'autant plus d'impact que mon non-verbal est mobilisé au service de mon message. Il est impossible de ne pas communiquer. C'est ce que Paul Václavic, psychologue et père fondateur de l'analyse transactionnelle, disait, c'est-à-dire que tout comportement a une signification et porte en soi une communication. Rester immobile et silencieux, c'est encore un comportement et donc une communication. Si notre communication verbale et non verbale est désalignée, le message est inaudible, sens, processus, contenu. Je veux maintenant vous présenter un outil que je considère comme essentiel dans le cadre de cette conférence, la communication non violente. Il s'agit d'un outil qui a été développé par un psychologue américain qui s'appelle Marshall Rosenberg. Il peut être utilisé notamment pour changer les comportements ou dénouer les conflits. Ce que propose Marshall Rosenberg dans sa méthode est une application étonnamment concrète des accords Toltec. Il nous invite donc à ce que notre parole soit impeccable. En supprimant tout langage qui peut être perçu comme une critique ou des reproches. Tu regardes trop la télévision. Tu arrives toujours en retard. Tu ne devrais pas boire autant. Tu es égoïste. Tu devrais arrêter de fumer. Il nous invite également à supprimer de notre vocabulaire des mots comme juste, faux, normal, anormal, approprié, inapproprié, qui peuvent être perçus
comme un jugement de l'action d'une personne ou de la personne elle-même. Il propose encore de supprimer de notre vocabulaire les compliments qui sont vus comme une forme de jugement de ce que la personne est. De supprimer également toute forme de communication faisant référence à la récompense ou à la sanction, ou de supprimer la communication culpabilisante. Je suis déçu de ton rapport, j'attendais mieux de toi. Enfin, il nous invite à supprimer de notre vocabulaire toute forme de communication niant le choix de son interlocuteur ou niant nos propres choix. Tous les verbes comme il faut, vous devez, je dois, je devrais. Et après avoir supprimé tout ce langage de domination, Marshall Rosenberg nous propose ensuite une communication en 4 étapes qui vise à se focaliser sur nos sentiments et nos besoins plutôt que de parler des torts des autres. Première étape, énoncer une observation factuelle plutôt que juger. La semaine dernière, tu es arrivé en retard à nos 3 réunions. Vous éviterez les mots comme toujours, jamais, qui sont perçus comme des critiques qui sont infondées et souvent réductrices. Deuxième étape, exprimez ce que vous ressentez, ce que génère en vous le comportement de l'autre. Je suis contrarié, je suis en colère. Troisième étape, dernière, chaque sentiment, chaque émotion se cache un besoin. Exprimez votre besoin. Exemple, j'ai besoin d'être respecté. Enfin, quatrième étape, ne pas attendre que l'autre devine vos attentes. Exprimez une attente concrète et précise, pas ce que vous ne voulez plus, mais ce que vous voulez. Exemple, je te demande d'arriver à l'heure à nos 3 prochaines réunions. Marshall Rosenberg relève également l'importance de percevoir les sentiments et de comprendre les besoins de l'autre. Ça permet de renforcer la confiance et de communiquer de manière impeccable. Je propose de passer sans transition au deuxième accord Toltec. Ne réagissez pas de façon personnelle. Qu'est-ce que cela évoque pour vous? Quelles sont les situations dans lesquelles vous avez réagi de façon personnelle? Quelles ont été les conséquences pour vous et pour les autres? Voici quelques questions auxquelles vous pourriez réfléchir avant de poursuivre. Si les propos d'une personne vous blessent, premièrement, respirez et posez-vous 3 questions. Cette situation ne traduit-elle pas, avant tout, le malaise de mon interlocuteur? Pourquoi ce malaise devrait-il avoir un impact sur moi? Et en quoi ce malaise est-il mon problème? Dans la communication non violente, Marshall Rosenberg nous invite par exemple à nous recentrer sur nos sentiments et nos besoins, plutôt que de prendre personnellement les propos de l'autre, en réagissant par exemple avec colère ou agressivité. En quoi ma colère, mon agressivité, mon argumentation va-t-elle régler le problème, alors que le malaise concerne avant tout mon interlocuteur? Je vous invite par ailleurs à vous poser 3 autres questions. Quelle est la véritable intention de mon interlocuteur? S'il s'agit de me blesser intentionnellement, pourquoi lui ferais-je ce plaisir de réagir de façon personnelle, avec colère ou agressivité? Et si son intention est bonne, si son intention est louable, est-ce que je ne suis pas blessé tout simplement par mon interprétation de la parole de l'autre? Ceci nous amène à considérer que nous sommes façonnés par notre enfance, notre éducation, notre passé. Nous mettons en place des schémas de pensée, des croyances qui limitent notre perception du réel. Dans le cadre de mes interventions en communication, je réalise souvent un exercice. Je dessine au paperboard un cochon et je demande à chacun quel est le premier mot qui lui vient à l'esprit. La prise de conscience des participants est immédiate car tous
constate qu'un concept aussi basique qu'un cochon évoque pour chacun des choses très différentes. Un musulman, par exemple, pourrait y voir l'interdit. Une personne sensible aux couleurs va penser à la couleur rose, ou peut-être la fleur rose par effet de connotation. Un jeune enfant va peut-être y voir la fable des trois petits cochons. Un adolescent qui est en train de mettre de l'argent de côté, il y verra le symbole d'une tirelire, et un bon vivant, pourquoi pas, pensera à son plat de charcuterie pour son repas de midi. La réalité que je perçois n'est pas le réel. D'autres que moi peuvent avoir une perception différente, mais tout aussi juste. Deux visions qui semblent s'affronter peuvent être justes, toutes les deux en même temps. Humberto Maturana, biologiste et philosophe chilien, a écrit « Nous devenons plus humains quand nous réalisons que nous ne voyons pas le monde comme il est, mais que nous le voyons comme nous sommes. » Nous percevons donc les propos de l'autre à travers notre cadre de référence, expliquant souvent des incompréhensions, des tensions, voire des conflits. Il faut dire que notre égocentrisme naturel ne nous facilite pas la tâche, car il nous pousse à réagir de façon personnelle. Quand un couple se sépare, par exemple, le partenaire qui subit la séparation pense « Pourquoi me fait-il ou me fait-elle ça ? Qu'ai-je fait ?» Il se replie sur lui, c'est une victime. Mais si cette séparation l'attriste et qu'il a besoin d'être rassuré, il aurait davantage intérêt à demander à son partenaire quels sont les besoins qu'il ou elle cherche à combler à travers cette séparation. Car nous agissons rarement pour faire mal à l'autre, mais plutôt pour nous faire du bien, en comblant nos propres besoins. Troisième accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Qu'évoque cet accord pour vous ? Quelles sont les situations qui vous reviennent en mémoire dans lesquelles vous avez fait des suppositions qui se sont révélées peut-être infondées ? Et à votre avis, quelles sont les personnes concernées par cet accord ? Pour prendre toute la mesure de cet accord, il faut le comprendre dans un double sens. Le premier sens, ne faites pas de suppositions concernant autrui. Cet accord est dirigé contre notre propension à interpréter les situations et les propos de l'autre dans le cadre restreint de nos schémas de pensée. Réel versus réalité, je vous ramène à mes propos concernant le cadre de référence. On peut également lire cet accord dans un second sens. Ne laissez pas autrui faire des suppositions vous concernant. Il met alors en lumière une croyance largement répandue qui consiste à penser que ce que nous voulons est bien évidemment évident pour notre interlocuteur. Il est donc inutile de le demander. C'est bien connu, l'être humain a développé des dons de télépathie. On peut donc s'exonérer d'exprimer nos demandes. Bien entendu, ça ne fonctionne pas comme ça. Et je vais en chercher la preuve dans le couple. Un des partenaires attend que l'autre lui exprime son amour, mais sans le demander. Le second partenaire a 3 mauvaises façons de réagir. La première, il ne dit rien, car pour lui c'est évident, ils sont en couple, donc il l'aime, cela va sans dire, et vous aurez noté l'expression « cela va sans dire ». Deuxième option, il lui exprime son amour comme lui souhaiterait qu'on lui exprime, mais il a de grandes chances de tomber à côté. Troisième option, il lui exprime son amour comme il suppose que sa partenaire souhaiterait qu'il lui exprime son amour. Et là encore, elle a de grandes chances de tomber à côté. C'est un jeu perdant-perdant. Donc, ne laissez pas autrui faire des suppositions vous concernant. Cela implique d'exprimer vos sentiments et vos émotions, de revenir à vos besoins et de faire des demandes claires et précises. Méthode de communication non violente. Et inversement, ne faites pas de suppositions concernant autrui.
des suppositions sur la façon dont ont été perçus vos besoins et vos demandes. Clarifiez-les. Ne faites pas de suppositions sur votre perception des besoins et des demandes de l'autre. Ne faites pas de suppositions sur votre perception du silence de l'autre. En communication, méfiez-vous du proverbe « qui ne dit mot consent ». Qui ne dit mot ne dit mot, point. Questionnez votre interlocuteur. Qu'attends-tu de moi? Comment puis-je t'aider? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Voilà comment je comprends ta demande. Est-ce bien cela? Écoutez, sortez de votre cadre de référence en percevant les choses différemment du point de vue de votre interlocuteur, notamment en lui faisant exprimer ses sentiments, ses besoins, ses attentes. Ceci étant dit, osez être surpris. Je le connais, donc je sais ce qu'il veut, donc je manque d'écoute, je ne questionne pas et je passe à côté de la vraie demande. Dernier des 4 accords, faites toujours de votre mieux. Qu'est-ce que cet accord vous évoque? Quelles situations vous reviennent en mémoire dans lesquelles vous avez fait de votre mieux? Qu'est-ce qui s'est bien passé ou moins bien passé? En quoi ça s'est bien passé ou moins bien passé? Je vous invite à répondre à ces quelques questions. En première lecture, cet accord peut sembler banal, presque réducteur. Oui, faire de son mieux. C'est pas un peu manquer d'ambition? C'est pas un peu manquer de courage, tout ça? C'est pas voir un peu petit? C'est se contenter de peu. C'est pas la lecture que je fais de cet accord. On peut y voir au contraire un équilibre raisonnable. Quel est cet équilibre? D'un côté, rassembler toutes nos compétences, tous nos talents, toutes nos ressources internes, externes, pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, se jeter dans la bataille, donner le meilleur de nous-mêmes. D'un autre côté, c'est prendre conscience qu'on fait de notre mieux avec nos qualités, nos défauts. Accepter le succès comme l'échec, sans regret, sans refaire le match, la tentation des si, en conservant la pleine estime de nous-mêmes. Ce 4e accord me permet d'évoquer la notion de driver, un concept proposé par Taibi Keller, qui est un psychologue clinicien. Les drivers sont des schémas conditionnés par nos croyances, engendrés pendant notre enfance et notre adolescence, et qui orientent notre comportement d'adulte, notamment en état de stress. Par besoin de sécurité, nous nous réfugions dans des comportements archaïques qui correspondent à des croyances profondes. 5 drivers ont ainsi été identifiés. Dépêche-toi, fais plaisir, sois fort, sois parfait, fais des efforts. Et en fait, le 4e accord Toltec nous convie donc d'un côté à faire de notre mieux, c'est-à-dire à nous battre et à croire en nos projets, et de l'autre, à prendre conscience de nos schémas conditionnés et à les dépasser, en acceptant tout simplement de faire de notre mieux. Ceci nous permet de conserver l'estime de nous-mêmes, dans le succès bien évidemment, mais aussi dans l'échec. Un soi parfait, par exemple, veut faire les choses parfaitement. Il est exigeant, avec lui-même comme avec les autres, et critique. Et sa croyance profonde, je suis aimé que lorsque je fais les choses parfaitement. Maintenant, faire de son mieux pour lui, c'est prendre conscience de ses qualités et de ses défauts, s'accepter et s'aimer tel qu'il est, et accepter les autres avec leurs qualités et leurs défauts. Un fait des efforts croit qu'il n'y arrivera pas, quoi qu'il fasse. Il déploie autant d'énergie à essayer d'y arriver qu'à renforcer sa croyance en faisant tout ce qu'il faut pour ne pas y arriver. Pour lui, faire de son mieux, c'est alors se donner la permission de réussir, de passer à l'action,
de croire, de se battre pour ces projets et les réussir. Bon, je vous laisse le soin de vous documenter sur ces 5 drivers et de poursuivre le lien avec ce 4e accord Toltec. Nous arrivons au terme de cette conférence. Je vous invite à faire de ces accords Toltec un code de conduite, autant dans votre sphère privée que dans le cadre professionnel. C'est un formidable levier de performance et d'efficacité relationnelle. Et je vous laisse méditer sur ce 5e accord proposé par les Toltecs. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Il me reste à vous remercier de votre attention.